Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focale, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action. Salut! Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Once Upon a Time in Hollywood qui est sorti en 2019. Pour la simple et bonne raison que cette année, il y a sa suite spin-off qui sort et donc du coup, c'était une bonne manière de revenir sur ce film. Toi, Tout à tu l'as fait. jamais vu. Sachant que moi, Moi, je l'ai jamais je vu. le revois pour la troisième fois. Et ça faisait en plus longtemps que tu m'en parlais. Voilà. Et donc, on va lire le synopsis et on va enchaîner. Allez, je peux lire. Tu peux, vas-y. Allez, en 1969, à Los Angeles, Rick Dalton, acteur sur le déclin, tente de maintenir sa carrière dans une industrie cinématographique en pleine mutation. Il est accompagné de sa fidèle doublure, Cliff Booth. Alors qu'Hollywood bascule vers une nouvelle ère, plus jeune, plus violente, plus libre, leur trajectoire croise celle de Sharon Tate, étoile montante et symbole d'un avenir lumineux. Le film suit leur quotidien fait de doutes, de nostalgie, de rencontres étranges et de violences latentes jusqu'à ce que l'histoire soit réécrite. Et donc, du coup, c'est ton premier visionnage, donc qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est mon premier visionnage et surtout, je ne connais pas forcément très très bien l'univers de Tarantino. Donc c'est vrai que j'étais contente de le voir avec toi, parce que je trouve que c'est un film qui n'est pas forcément évident quand on connaît peu l'univers de Tarantino. J'avais vu Jackie Brown, film où j'avais pas forcément bien accroché. J'avais vu Kill Bill, le premier volet, j'avais pas forcément complètement adhéré à l'univers. Et le dernier film que j'avais vu, c'était Django Unchained? voilà, Django Unchained. Celui-là, par contre, j'avais énormément aimé. Donc voilà, j'arrivais sans trop d'attente réelle, et je me demandais en fait comment ça allait se dérouler. Globalement, j'ai plutôt aimé le film. Après, comme je t'ai dit, quand on ne connaît pas forcément bien l'univers de Tarantino, on peut être dérangé. Et moi, j'ai été dérangée, notamment par certains aspects du film. Le fait qu'il réécrive un peu l'histoire, ou même la manière dont il présente Sharon Tate. Mais voilà, après, il y a des moments super dedans. Les acteurs sont incroyables et il est quand même un, un réalisateur génial. Donc voilà, plutôt convaincue dans l'ensemble, mais malgré tout contente d'avoir été accompagnée par toi dans ce visionnage, étant un peu profane de l'univers Tarantino. Donc, c'est le neuvième film de Tarantino. Je précise neuvième parce qu'il s'est mis en tête qu'il voulait finir sa carrière avec 10 films, pas un de plus. Ce qui, bon, personnellement, je trouve complètement stupide comme vision des choses parce que du coup, il se prive de faire plein de films. Du coup, il refile tous ses films, ses À d'autres scénarios à d'autres, réalisateurs, dont justement la suite de ce film. Et c'est pour tout à ça que fait. du coup, on fait ce podcast parce que du coup, cette année sort Les Aventures de Cliff Booth, qui serait une sorte de suite spin-off de Once Upon a Time in Hollywood, donc avec Brad Pitt en tête d'affiche. Peut-être qu'il y aura un caméo de DiCaprio dans le rôle de Rick Dalton, on ne sait pas. Pour l'instant, il y a juste des photos volées du tournage qu'on a pu voir éventuellement sur Internet, mais sinon, on ne sait rien du synopsis. On sait juste que Tarantino a écrit le scénario, mais que comme il n'est pas sûr que ce soit son dixième Son film, meilleur etc., film. bah, du coup, il a refilé à Fincher, qui, sur le papier, est quand même diamétralement opposé en termes de style à Tarantino, donc c'est très surprenant. On a du mal à imaginer les deux, mais il y a Brad Pitt qui fait un peu la jonction, vu que Brad Pitt est quand même un peu l'acteur fétiche de David Fincher, et qui aurait du coup demandé à Fincher de le réaliser, parce que du coup, les deux réalisateurs ont de l'estime l'un pour l'autre, donc voilà. Donc du coup, c'est un projet très curieux que Qu'on a hâte de voir. mais qui sur le papier, genre, on se demande si ça a vraiment besoin d'une suite, parce qu'on sait pas ce que ça pourrait raconter, mais qui du coup est tellement atypique que voilà, c'est... Après, le personnage de Cliff Booth, c'est quand même super intéressant, parce que dans le film Once Upon a Time, il parle assez peu,
mais on sent qu'il y a quand même un background assez lourd. Bah, Tarantino a écrit un livre en parallèle du film. Enfin, du coup, il l'a sorti il y a quelques années. Et c'est un peu une version alternative du film. Ça ne retranscrit pas mot pour mot le film. Du C'est en gros, scénario. c'est la même histoire, mais du coup, il rentre plus dans les détails. Du coup, tu as tout Mhm. le passif de Cliff Booth, etc., qu'il a Mm. été à l'armée. Euh, Il a créé tout un univers en fait oui, c'est autour de ses ça. Mais du personnages. coup, il laisse moins de doutes sur certaines choses. Par exemple, la mort de sa femme, si c'est lui ou pas, apparemment, ça serait avéré ou une confirmation qu'il l'a fait Même si dans le malgré livre. tout dans le film, on a quand même de fortes présomptions Vu que comme ce il est soit le violent, cas. ouais, sur la Bah, fin. au-delà de ça, la scène sur le bateau, effectivement sa violence, et puis même ce qu'il dit à Margaret Qualley quand il la prend dans la voiture. Oui, que Pendant c'est des années, j'ai réussi à échapper à la police, alors je vais à la pas. prison, ouais, donc. Ouais. Et donc voilà, du coup, c'est un projet qui cristallise vraiment tout son univers, Mhm. son côté très rétro, son côté référencé, parce que du coup, Ouais, parce qu'il y a c'est. plein de références au cinéma. Ah oui, mais Mm. c'est Monsieur Référence, dans tous ses films, il a toujours eu ce côté un peu presque plagiat, diraient certains, parce que du coup, il y a des fois des films qui sont littéralement des histoires qui ont existé avant par le passé. Par exemple, pour Kill Bill, il s'était inspiré d'un film de Truffaut avec une histoire de mariés qui se vengeait, etc. Mhm. Et après, il le fait à sa sauce, en Bah, gros. après, c'est C'est des comme un. inspirations. Bah, il est souvent comparé comme un DJ, on va dire, mais dans le milieu, tu vois, du cinéma, en gros, c'est qu'il prend des morceaux, des samples, etc. Et en fait, il les remixe à sa sauce pour faire son propre morceau. Bon, après, C'est. l'influence dans l'art, elle a toujours existé, Oui, donc mais moi, chez ça me lui, choque pas c'est trop. c'est vraiment presque une revendication Mm. de toutes ces histoires sont toujours inspirées de. Mm. Il y a, par exemple, le personnage dans Kill Bill, Uma Thurman, quand elle se bat avec son katana et qu'elle a la combinaison jaune et noire, tu vois, C'est c'est la Bruce Lee. combinaison qui est en référence à Bruce Lee dans le Mm. film. Il y a les frelons verts, enfin, il y a tout un tas de Mhm. références comme ça qui ont toujours été assumées. Et Mais- c'est un mix d'influences comme ça où il reprend par-ci par-là. Par exemple, Django Unchained, ça vient du film Django qui était déjà avec un mm. personnage, mais en gros, il le retransforme à sa À sa sauce. sauce. Et c'est. Bah, après, dans Once Upon a Time, il y a un côté. Enfin, on n'est pas obligé de comprendre toutes les références pour comprendre le film. Donc, ça reste un film pour cinéphiles, et surtout si vous aimez les westerns des années 60. Alors, voilà, vous faites partie de la cible. Mais néanmoins, on arrive malgré tout à comprendre, même si on n'est pas fan de l'univers des westerns. Bah, c'est presque son plus personnel d'une certaine manière, Once Upon a Time in Hollywood, parce que c'est celui, je trouve, où il y a le moins de références au film, mais plus des références au tournage de films ou Ah ouais. à des faits réels ou des célébrités, etc. Mhm. Et donc, du coup, il se réapproprie tout cet univers et pour une fois, vraiment, il va les construire Mhm. pour son film. Et moi, personnellement, c'est ce que je préfère, mais c'est parce que j'ai un affect sur cette période La fin des années 60. fin des années 60 pour le style, pour le visuel, toute Mhm. l'ambiance qui s'en dégage. Mais du coup, ça en fait un film ultra hermétique pour le grand public, je trouve, pour beaucoup de personnes. Souvent, les échos qui ressortent, il y a des gens qui n'ont pas compris les liens, comme si le film, il développait ces personnages, mais on ne voit pas les tenants et les aboutissants, etc. Et Mhm. si tu n'as pas le contexte historique, je trouve que Mhm. c'est quand même particulier. Ouais, c'est très C'est particulier. très excluant, en fait, d'une Oh, certaine manière, par ouais, certains aspects. c'est très particulier, surtout qu'il donne l'impression qu'il fait un biopic, alors qu'en fait, les deux protagonistes principaux n'ont pas réellement existé. Non, ils sont juste inspirés des doubleurs, enfin des relations qu'il y avait par exemple entre Steve McQueen et son doubleur Cascade, Mhm. et Burt Reynolds aussi, qui avait son doubleur Cascade, où ils avaient une très bonne Mhm. alchimie, une très bonne relation. Burt Reynolds d'ailleurs devait jouer dans le film, il est mort un peu avant Mhm. le tournage, donc du coup il devait jouer le gérant de ranch. Ouais. Et Georges, c'est ça? ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, il a eu cette idée apparemment sur son tournage de Boulevard de la Mort, qui Mhm. était centré sur un serial killer joué par Kurt Russell, qui en fait était un cascadeur avec sa voiture et qu'en Mhm. fait il faisait monter des femmes à bord et ensuite il les tuait en faisant des cascades en fait, Ah, en faisant la voiture valdinguer par exemple avec des accidents. eh Et ben. du coup, sur le tournage, du coup, il voyait Kurt Russell avec son doubleur cascade à côté, qui discutaient ensemble, et apparemment, il se serait dit, ah bah il y a quelque chose, une alchimie, Hmm. quelque chose de mystérieux presque dans
dans ce rapport entre les Ah, deux. mais j'ai trouvé justement les deux protagonistes passionnants. En plus, ils ont tous les deux des psychologies complètement Ah oui, différentes. puis ils ont une L'acteur qui est alchimie. tout le temps dans le drama, et même s'il a un côté has-been dans le film, tu sens qu'il est quand même bourré de talent et tu le vois dans certaines scènes, notamment sur les scènes Sur le tournage de du western. tournage où Mais voilà, tu sens un manque de confiance en lui, même il c'est zozote ça, au il est début du dans le film. drama, et Brad Pitt qui joue donc la doublure et qui est dans la coolitude Ah oui, lui, extrême, qui a il est assez peu de... posé, c'est... Ah là là, il a un charisme énorme, alors il a un côté aussi extrêmement trouble. D'ailleurs, il a eu un Oscar Du meilleur de second second rôle, meilleur c'est rôle, ça. et tu te dis pourtant, il n'y a rien dans sa prestation, par exemple, qui correspondrait aux Oscars habituellement. Et là, on a l'impression presque que c'est un Oscar juste pour dire, ah, il est tellement cool qu'on lui donne l'Oscar parce que tout le monde ne veut pas jouer un personnage aussi charismatique et Ah, cool. mais c'est Et c'est... impressionnant, c'est tout dans le charisme, c'est tout dans le non-dit. Ouais. Alors, coolitude, et en même temps, on sent qu'il est dans une forme Ah de oui, qu'il y a tangente. quelque chose Voilà, c'est de à chelou n'importe dans ce quel moment, personnage. il peut basculer. Et même sur la scène du bateau, avec donc sa femme, tu sens qu'il est même, comment dirais-je, Froid ou qui pourrait non, qui être... subit, enfin qu'il est complètement rabaissé, mais tu le vois dans sa manière de s'asseoir, de se tenir, et vraiment il parle peu, mais il agit, et sa manière de bouger, sa manière d'être, sa manière de regarder, enfin son regard, voilà, ça fait tout quoi. Donc ce sont vraiment, en tout cas, les deux personnages sont extraordinaires, et de fait de faire cette relation entre cet acteur et son un peu doubleur, homme à tout faire, etc., je trouvais ça assez, Oui, une assez sorte passionnant. de bromance, de relation comme des frères, Ouais, une mais amitié. une amitié très forte. Ouais. Et puis le fait d'avoir choisi du coup deux des acteurs les plus iconiques, on va dire, d'Hollywood actuellement, entre Brad Hmm, Pitt Leonardo et Leonardo DiCaprio. DiCaprio, c'est aussi quelque part quelque chose de fort quoi, pour les représenter. Hmm. Et que Tom Cruise a failli d'ailleurs jouer dans le film aussi, mais bon, là, je Ah pense qu'il ouais, y aurait eu trop de têtes d'affiche d'un coup. Oui, parce qu'il y a Mais beaucoup de caméos quand même aussi dans le film. Il y a Luke Perry, il y a euh, Kurt Russell, enfin, il y a bon, plein d'acteurs ouais, que moi je connais assez peu, mais voilà, on a vu plein de têtes bah, connues, quoi. et un peu de la même manière que Nouvelle Vague cette année, il y a tout un tas de références avec des noms qui s'affichent en dessous pour nous dire quel personnage Hmm. Ah oui, celui qui joue joue par Steve exemple Steve McQueen, McQueen. voilà, tout à fait. Euh, Bon, ça, je trouvais ça un peu superflu, mais bon. Bon, c'est juste une manière de recontextualiser. Déjà que le film ne contextualise pas du tout. Oui. Donc, parce que voilà, si, pour un peu qu'on soit un peu coutumier du coup, ou familier du coup de cette ambiance, de cet univers, euh, tous les tenants et aboutissants sont très simples et très clairs. Hmm. Mais pour peu que tu ne te sois pas trop renseigné sur cette époque, que tu ne fasses pas grand-chose, c'est vrai que c'est, comme je disais, extrêmement excluant parce que il y a plein de moments qui ont l'air anecdotiques pour un spectateur qui ne connaît pas le contexte. Et du coup, j'imagine pas ce que ça peut faire sur Hmm. le visionnage. Il y Je a beaucoup pense de gens qui pas. l'ont trouvé long, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est le Hmm. moins bon Tarantino pour ça. Et ceux qui généralement ont les références, etc., adorent ce film parce que justement, comme une fois que tu as les bagages, en gros, les Hmm. références, tu as le code, comme on pourrait dire, tout devient beaucoup plus limpide. Hmm. Et Bah, c'est pour ça que je disais en début que j'étais contente de ne pas le voir seul, parce que j'ai pas forcément déjà les codes de Tarantino, j'ai pas forcément tous les codes de cette époque. mhm. Et c'est vrai que même si j'ai quand même compris des choses, je pense que je l'aurais peut-être moins apprécié si j'avais pas pu après un peu débriefer Mhm. certaines choses avec toi. Après, si tu veux, ouais, on rentrera plus en détail pour voir les Hmm. références et parler du coup du parallèle avec la vraie vie. Mais du coup, pour commencer, ouais, déjà pour la mise en scène, c'est vraiment déjà la reconstitution d'époque, genre Hmm. elle est incroyable. Je ne sais pas Ouais, comment il a pu faire ça. Alors le budget est de 90 millions, ouais. ce qui est élevé, mais quand tu vois ce qu'il y a à l'écran, ça semble pas si élevé. Par exemple, à titre de comparaison, cette année, il y a eu Une bataille après l'autre, je crois que c'est 160 millions.
Mhm. Ce qui est énorme, mais du coup, il y a pas autant de reconstitutions, C'est surtout très ça se bien passe à fait. notre On a époque, vraiment mais l'impression là, d'être plongé dans les années que ce soit les 60. panneaux, etc., et connaissant Tarantino, je vois mal utiliser beaucoup de numérique ou de VFX, d'effets spéciaux, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse partie qui a été en dur pour tout ce qui est bâtiment. Je crois que j'avais vu qu'ils sont même allés dans nos vrais cafés qui existaient à l'époque. Bah, à la fin, quand on te montre la soirée euh, Il est vraiment où ils allé vont au dans restaurant, la... etc., je crois qu'ils ont reconstruit certains bâtiments qui n'existaient plus, mais genre le restaurant mexicain dans lequel a mangé Sharon Tate Mhm. le soir avant son Mhm. assassinat. Euh, Après, ils ont grimé avec des faux panneaux, etc., tout un tas Mhm. de choses pour les remettre à la sauce années 60-70. Mhm. Mais du coup, ouais, tout ce qu'il a dû falloir mettre en place pour le nombre de voitures anciennes, etc., Mhm. vieux drive-in, etc. En fait, on y croit à 100%. Ah oui, oui. Ah On avait bah, vu ça récemment du coup avec l'agent secret où c'était vachement bien fait, aussi, mais oui. là on voit avec des moyens encore plus démesurés parce que c'était Tarantino, etc. Mhm. Littéralement, ils te remettent dans cette époque-là Mhm. en immersion et c'est vraiment quand c'est bien fait comme Remarquable. ça, parce qu'ils ont aussi les moyens pour le faire, c'est sûr que c'est vraiment galvanisant, quoi. Tu Mhm. revis une époque par procuration, parce que là, clairement, c'est le Tarantino qui a grandi aux alentours de Los Angeles quand il était petit, qui a vécu à cette époque-là et qui, du coup, retranscrit un peu Mhm. son, l'ambiance de son enfance, quoi. Mhm. C'est ce que fait beaucoup Paul Thomas Anderson aussi avec Licorice Pizza, Mhm. et où, du coup, tu as pareil une retranscription comme ça de son enfance. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont fait ça ces dernières années, Spielberg aussi avec The Fablesman. C'est c'est toujours ouais, passionnant Mhm. de voir leur point de vue sur ça. Niveau musique, bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est comme d'hab avec lui, c'est des playlists avec tous Toujours les très bien tubes, choisi, etc. ouais. Mhm. Toujours à Et, propos. mais voilà, c'est surtout au niveau de l'intrigue, voilà, je serais curieux du coup de voir sur le ressenti des gens, parce que du coup c'est plus la première partie presque comme une tranche de vie où tu vois une période de leur quotidien en fait. Genre, Mhm. c'est presque timé, genre le matin, le Mhm. midi, l'après-midi, le moment du travail, le moment où ils Mhm. rentrent du travail. Et il n'y a pas de fil directeur Mhm. très clair au début, même après en fait. Et, et après, on a la sorte d'ellipse de 6 mois qui nous, qui nous résume ce qui s'est passé en Italie quand il accepte de faire des films, des western spaghetti. Et après, le retour où là, on a en gros 24 heures avant la supposée mort de Sharon Tate. Qui n'est Dans pas le film. montré dans le film, du Voilà. coup. Mhm. Et, et toi, est-ce que ça t'a perturbé ce rythme ou cette manière de film? Non, pas du tout. Moi, je, je suis pas dérangée par des rythmes un petit peu lents. J'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai beaucoup aimé le film, sauf deux choses. Les moments avec Sharon Tate, Mhm. j'avoue ne pas bien comprendre, euh, et je le développerai après, et la réécriture de l'histoire, qui apparemment, enfin, pas vraiment, mais en tout cas, enfin, qui semble quand même quelque chose qui est souvent pratiqué par Tarantino dans ses films. Je n'ai pas vu Inglourious Bastard, Bah, donc justement, c'est dans voilà, Inglourious c'est Bastard. ça. Après, c'est le C'est. seul autre film à ma connaissance. Peut-être Django Unchained aussi un petit peu, parce qu'il y a ce Hmm. côté émancipation d'esclaves contre leur maître qui pourrait Hmm, être mais mis c'est pas aussi un peu l'histoire dans le suicide. réelle, Mais voilà, tu vois. c'est pas. Et là, en l'occurrence, c'est une uchronie, donc du coup, qui est censée te montrer une version alternative de faits réels. Mhm. Et donc, du Et coup, ça m'a un peu de dérangé. réécrire Ouais. les faits réels. Alors, ça a été validé apparemment par la sœur de Sharon Tate Hmm. avant le tournage. Donc, du coup, parce que tout le monde se demandait, il va Qu'est-ce vraiment qu'il allait filmer faire, ouais. le meurtre de Sharon Tate. Moi, avant que le film sorte, je pensais qu'il allait y avoir un délire où Sharon Tate allait peut-être se battre dans sa maison avec Rick Dalton et Cliff Booth qui les auraient aidés, Hmm. etc. Ce qui aurait été Ouais. peut-être encore une autre fois déplacé d'une autre manière. Mais
Mais après, là, on a une divergence sur toi, tu as trouvé vraiment glauque, en fait, cette réécriture de l'histoire. Ouais, ça m'a un peu dérangée, même si je peux comprendre peut-être pourquoi il a fait ça, comme si le cinéma pouvait réparer peut-être le passé. Mais ce que j'ai trouvé dommage, en fait, c'est de se dire, mais euh, ok, le cinéma répare, mais dans ces cas-là, pourquoi aussi présenter Sharon Tate comme étant une... Enfin, Je pense que c'est symbolique, c'est une sorte de, c'est comme une sorte de pureté, une innocence dans ce monde d'Hollywood, etc. mais elle est Et quand même qui présentée comme étant potiche. Enfin, il y a une différence entre l'innocence et être potiche, tu vois. Je trouve que enfin, c'est très peu flatteur en fait pour elle. c'est sûr qu'il n'est pas écrit en profondeur le personnage, Ah, mais c'est c'était le moins plus qu'on d'une puisse manière dire. je pense, de montrer toute une symbolique sur une sorte de bel Hollywood, etc., qui à cette Hmm, époque-là, en 69, du coup, avec ce meurtre, a été une sorte de retour impossible en arrière, où du coup ça fait basculer la période du flower hmm, power, plein d'espoir, d'un coup quelque chose de très sombre aux hmm, États-Unis, avec un côté paranoïa hmm, sur le monde hippie, etc. Et sur, en général, euh, l'atmosphère ouais. qu'il y avait. Et du coup, avec le réganisme qui est arrivé après, qui d'ailleurs est traité, on peut presque enchaîner avec le film de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice, après, qui se passe justement avec tous les hippies qui sont Hmm, presque martyrisés à chaque fois qu'ils vont quelque part par la police, etc. Parce que du coup, ça se passe juste après hmm. les meurtres de Sharon Tate par Mais, la secte de Charles Manson. mais c'est vrai que tu vois, autant la famille Manson, je trouve elle est rela- plutôt bien décrite. Même si Charles Manson est quasiment absent du film, on ne le voit que quelques secondes. Ça, Euh, c'est lui qui apparemment a refusé de mystifier Manson. Justement, il voulait pas l'ériger en gourou charismatique hmm, ou bien en monstre. Il voulait vraiment presque l'effacer un peu du film. D'ailleurs, il le filme juste une séquence que plein de gens ont peut-être même pas capté que c'était lui, euh, où il hmm. est juste de passage du coup dans la maison de Cielo Drive pour aller voir son producteur de musique, parce que c'était une époque où du coup il voulait devenir musicien, donc il faisait de la guitare, des chants, etc. Et il y avait un producteur de musique qu'il allait voir pour essayer de vendre ses disques, pour essayer Hmm. que sa carrière puisse se lancer. Sauf qu'entre-temps, Roman Polanski avait acheté la maison et du coup vivait avec Sharon Tate à ce moment-là, la maison. Donc du coup c'est pour ça, il y a une erreur d'adresse où il ne va pas au bon endroit. Il pense voir un producteur et en fait il n'est plus ici. Mhm. Et du coup tu vois juste Charles Manson comme ça qui arrive avec un camion de glace en plus, donc c'est complètement Ouais. loufoque, et qui s'arrête et qui passe, et après tu vois juste Cliff Booth qui est au-dessus de Qui est lui et sur qui le voit toit. juste un gars qui est un Torse pauvre nu. type et qui voit juste un pauvre type dans la rue qui passe, et en fait il est insignifiant, il est anecdotique dans le film pour vraiment montrer, voilà, il est juste Alors, fantomatique, il est passé, mais son personnage, oui, mais par contre, dans la famille Manson et là où ils sont, dans le ranch Spawn, c'est plus. Enfin, oui, il est on sent. présent Voilà, d'une certaine manière derrière. parce que on sent très bien ce qu'il a réussi à créer, les relations très malsaines et le, le- l'abus qu'il peut avoir sur. Oui, comme un gourou de secte, quoi. Voilà, comme un gourou. Et Mais ça, c'est vachement bien présenté. Et ce que je trouve quand même étrange, encore une fois, c'est en fait, mon Margot Robbie, elle est sous-utilisée. Euh, euh, on aurait pu comprendre en fait qu'il filme certaines séquences euh, avec elle si ça s'intégrait dans le point de vue d'un des deux protagonistes, mais là, mhm. pas du tout. Bah, dans le livre, Euh, apparemment, elle est décrit un peu plus dans son quotidien, etc. Et dans le film, j'ai l'impression qu'il l'utilise juste comme un marqueur. C'est genre une punaise sur une carte pour dire, voilà, on est à cette époque, on est c'est à ce cette époque. contexte-là. Et ce personnage-là, presque, il a une fonction uniquement de symbolisme
pour montrer Ouais, mais il n'y avait pas le besoin de la basculement, quoi. montrer en tant que potiche. Tu vois, la scène du cinéma où Celle du cinéma, elle, moi, je l'ai trouvée touchante. Genre, ouais, elle mais était en où on réaction au la public voit autour avec d'elle et... s'entraîner avec Bruce Lee. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi il a présenté Sharon Tate qui. Et j'entends tout ce que tu dis, au contraire, j'y adhère même que c'est vraiment le marqueur, c'est l'innocent, c'est. Après, Mais je connais pas assez sa carrière, etc., sur tête pour savoir comment elle était, vraiment, comment, si elle était représentée avec fidélité ou si c'est plutôt euh, une manière un peu insultante. Je sais pas du tout. Moi, je l'ai plus vu comme un côté un peu, une sorte de naïveté oui, mais et de. encore une fois, je pense que le film aurait pu peut-être la présenter autrement, ou Mhm. peut-être tout simplement même pas la montrer, parce qu'au final, le fait que Cliff Booth, non, pardon, Rick Dalton soit voisin de Roman Polanski et Sharon Tate, et qu'il soit tout fier d'être voisin, aurait pu suffire. Et même, on aurait pu en fait faire presque un personnage absent, présent dans le scénario, mais absent à Ou juste l'image. une silhouette. Et voilà, ouais, je trouve que c'est pas forcément lui faire honneur la Moi, manière ça m'a pas choqué. dont il l'a décrite. Et c'est ça le malaise, moi, qui m'a mis dans le film à la fin. Et donc, je suis assez partagée parce que d'un côté, j'aime énormément le film, les acteurs sont incroyables. Mais de l'autre, on a un film qui réécrit l'histoire et en plus qui présente le marqueur du film comme étant bah, une potiche. Et voilà, moi, ça m'a quand même dérangé, quoi. Bah, oui, c'est un choix. Alors, donc, pour rentrer dans le contexte, donc en fait, euh, dans la vraie vie, du coup, Charles Manson, du coup, avait sa secte, du coup, où il prenait des jeunes, souvent des jeunes femmes désœuvrées ou perdues, et il les ramenait, du coup, dans son groupe. Et après, avec en leur mettant une doctrine dans leur tête, En utilisant la etc., drogue aussi. euh, les envoyer pour tuer. Alors, le contexte exactement de cette soirée-là, c'est en fait Charles Manson, il était avec eux en voiture, il les déposait en fait dans le quartier. Mhm. Donc tu avais Tex et jeune femme, je me souviens plus du nom des quatre individus, mais du coup hippies qui du coup sont allés dans la maison de Cielo Drive en Mhm. s'attendant à tomber sur le producteur de Mhm. musique qui avait un peu humilié Charles Charles Manson Manson. en voulant pas le produire en tant que musicien. Et donc, du coup, une fois sur place, bah, en fait, voilà, dommage collatéral, malheureusement, c'était Sharon Tate qui était là. Et Et ils s'en ses sont amis. pris à elle, en plus, elle était enceinte, donc c'est ça le C'est drame. affreux. Et, euh, et ils voulaient faire croire que c'était un crime racial, parce que du coup, Charles Manson avait tout un délire d'apocalypse, où du coup, il y allait avoir une confrontation entre les blancs et les noirs. Enfin, donc c'était vraiment très perché. Il se basait sur une musique, sur un album des Beatles, Helter Skelter, Mhm. où il avait mal interprété les paroles, donc c'était euh, très paumé, quoi. Enfin, et après, du coup, Charles Manson s'en sont pris ensuite à un autre couple, mais complètement au hasard, qui était le couple LaBianca. Et c'est ça a été un double meurtre, enfin deux endroits différents, dans une même soirée, donc un truc tragique qui a fait basculer du coup l'Amérique dans une sorte de paranoïa. Mhm. Et là, dans le film, le but c'était de montrer, ben, en gros, Rick Dalton devient la nouvelle cible parce que du coup, il a juste intervenu, il est juste sorti de chez lui pour les Pour engueuler. les engueuler. Et et là, d'un coup, on verse dans l'Uchronie, où du coup, c'est les voisins de Sharon Tate qui se font attaquer par ces hippies. Et du coup, là, il y a une déflagration de violence pour clôturer le film, en fait, qui a été un peu une longue montée en puissance, Mhm. on va dire, où pendant tout le film, c'est quand même euh, plus ou moins imposé, on va dire, Ah, c'est à quelques stressant, hein. moments Moi près. j'avais peur, hein. Et du coup, ah oui, j'ai vu ça. Et, et là, du coup, il fait partir sa presse dans une sorte de côté burlesque, un peu comme il avait fait déjà dans Glorious Bastard. Et, et il le fait presque comme une sorte de conte de fées, entre guillemets, un conte de fées un peu glauque, on est Une d'accord? fable. Une sorte de fable où d'un coup, même avec la musique, on le ressent, à la fin, bah, finalement, Sharon Tate invite Rick Dalton Mhm. à les rejoindre pour une soirée, et puis on s'imagine que potentiellement la soirée la carrière de Rick Dalton va peut-être décoller parce qu'il va peut-être avoir Mhm. des rôles pour des films de Polanski. Et en gros, tout finit bien. Once Upon a Time, il Mhm. était une fois. Et voilà, t'as le conte qui a été.
écrit, et en gros, ça gomme l'aspect horrible, tragique, qui aurait fait Mm. basculer l'Amérique, et en gros, par ce film ou par cette, grâce au cinéma, en gros, tu peux embellir les choses, tu racontes une histoire, et en gros, du Mm. coup, tu sauves peut-être des choses, Oui, et avec un côté cathartique. et au-delà du côté glauque, c'est effectivement de potentiellement intervenir comme ça sur des faits réels, d'autant plus tragiques. Je trouve quand même que la fin, il y a quand même quelque chose, une sorte d'hommage au cinéma qui est quand même assez beau, et ce que j'ai vu dernièrement dans le même genre, Fablesman, mais j'en dis pas plus parce que tu as pas vu, Mm. qui sont quand même des films voilà, qui sont une espèce de déclaration d'amour au cinéma. Et bon, c'est Ouais. peut-être maladroit. On est d'accord que sur ça, Ouais, moi ça m'a fait penser à Babylone hein, aussi pour Babylone, le oui, tout à fait, c'est changement, vrai bah, qu'il toujours rentrerait tout à avec fait. Margot Robbie. Alors Babylone là, qui pour le fait beaucoup coup, débat, Margot Babylone. Robbie qui est incroyable dedans, Mhm. avec ce changement d'époque aussi. Mhm. Donc là, ça se passe plutôt, c'est dans les années 20 ou 30. Ouais, c'est ça 30 jusqu'à 50, on Voilà, dirait à peu près. c'est le... Ah oui, c'est peut-être pas aussitôt, c'est le passage au cinéma parlant. Ouais, du muet au parlant, Voilà. et Et du noir et blanc à la couleur. bah, et au final, Asie artiste d'une certaine manière. Oui, oui, ça ressemble. Mais c'est Et vrai que Babylone, bonne référence, parce que du coup, ça, on peut vraiment la rattacher un peu à mm, Once Upon a Time in Hollywood dans certaines thématiques. mais voilà, ça m'a fait un peu penser à ça. D'ailleurs, avec Brad Pitt aussi, Ah bah qui oui, est un peu plus dans le rôle de Rick Dalton, qui va devoir oui, faire une d'une certaine transition. manière, oui, mais Et c'est beaucoup plus sombre. ah oui, parce que là, Voilà, Babylone, c'est le Once Upon a Time plus sombre. mais ouais, entre lui et Licorice Pizza, ouais, t'as vraiment toute son ambiance. Faudrait que je... Mm. Mais Mais ouais, moi j'avoue que j'ai quand même du mal avec ce côté chronique. Et, hum, et voilà, moi ça m'a donné une impression de malaise. Alors que s'il était resté focus autour des protagonistes, sans trop réécrire cette histoire, peut-être que ça aurait pas eu le même profondeur sur le contexte de l'époque, mais en tout cas, moi, ça m'aurait moins gêné. Mais bon, c'est très personnel, hein. après, il y a une version, je crois, de 4 heures à une époque, mais bon, il parle beaucoup. Tarantino, il fait toujours ça, mais après, il Une sort version de pas. 4 heures du film? Ouais, ou peut-être même 5, mais il voulait, avec un deal avec Netflix, peut-être faire une version longue qui sera en épisode. Donc il y aurait 4 ou 5 épisodes de Once Ouais. Upon a Time in Hollywood, et du coup le montage serait un peu différent. Donc peut-être les personnages auraient eu plus de place, mais bon, ça sert à rien de dire ça si c'est pour ne pas le faire. Donc ça fait des Ah ouais. années qu'il a dit ça, et finalement il l'a jamais fait. Et il fait souvent ça avec les différents films, et du coup peut-être que le personnage serait développé plus en profondeur Peut-être. comme Sharon Tate, mais bon, ça on peut pas savoir. Là c'est le film en l'état. Moi je pense que oui, Sharon Tate est vraiment le personnage qui est plus Oui, le marqueur, ouais. Comme tu marqué, dis, un la punaise symbole sur la carte. que réellement un personnage incarné. Mm. Et du coup, ce qui est marrant aussi dans le film, c'est de voir toutes les stars d'aujourd'hui qui ont commencé dans le film, enfin qui ont commencé, En elles avaient déjà 2016. une carrière avant, mais du coup, que dans une même scène, par exemple, on peut avoir Austin Butler, on a Sydney Sweeney, Mhm. euh, Margaret Margaret Qualley, Qualley, et Lena Dunham, Lena Dunham, ouais, Ouais, la carrière était plus derrière elle que devant. Dakota Fanning. Dakota Fanning, et l'actrice de Ah, Anora de aussi. Anora, Ouais. oui. Et du coup, ouais, c'est marrant de voir que c'est. Et il y a aussi la fille de Uma Thurman et de Ethan Hawke Aussi. qui fait une apparition à la fin. Et du coup, c'est marrant de voir tous ces acteurs qui, à ce moment-là, étaient quand même. Moins connu. Ouais, étaient pas très Moins connus, tête et c'était un d'affiche. peu leur début, et qui du coup maintenant ont tous explosé, quoi. Il manquait Mm. que Jacob Elordi pour, Ah oui, c'est ça. pour que. Exactement, ouais. Ouais, mais Et c'est la scène dans le ranch, moi, je l'ai trouvée impressionnante. Et j'ai ouais, eu la tension était l'impression, la vraiment très bonne. tension, elle était, je sais pas toi, mais moi, pareil, je me cachais sous le plaid, là. Je me cachais les yeux. Et il y avait une tension, on se serait dit, dans un mauvais film d'horreur. Enfin, très bon, puisque c'est quand même du Tarantino. Mais toute cette scène, elle était ultra flippante. D'ailleurs, cette scène avec Brad Pitt qui vient rendre visite à la secte de Charles Charles Manson, Manson. c'est inspiré aussi d'un cas de figure qui était arrivé avec un cascadeur qui du coup allait souvent au ranch, et qui du coup avait eu une altercation avec la famille Manson, et donc du coup c'est intéressant de voir comme ça qu'il y a des références comme ça De la euh, vie réelle. de la vie réelle qui sont
qui sont mises, mais qui pourraient passer totalement Inaperçu. inaperçues, voilà. Un petit peu comme le fait qu'à un moment donné, ils évoquent que Charles Manson est pas là, il est à Santa Barbara, et c'était a priori sans doute le moment où il était à Santa Barbara avec le groupe des Beach Boys, Ouais. parce que du coup, il fréquentait Dennis Wilson, du coup, et il avait limite squatté chez lui avec d'autres membres de la secte, Mhm. avec d'autres jeunes femmes qui fournissaient en gros aux Beach Boys, et du coup, voilà, il y avait ce côté proxénète de Charles Manson, en même temps Mhm. aspirant musicien raté, qui n'arrivait pas et qui était un peu comme un parasite qui Mhm. allait comme ça squatter chez les gens ou essayer de faire du matraquage comme ça pour dire je veux percer. Et du coup, il y a tout un univers comme ça, un peu en hors-champ, en fait, qui traverse tout le film, où on s'en rend pas compte, etc. Mais qu'en fait, il y a tout un univers Mhm. qui se déploie tout autour, quoi. Et il y a aussi la scène avec Bruce Lee, la confrontation avec Bruce Lee, qui avait Mhm. fait Polémique. polémique. C'est un peu même la seule polémique du film, parce que finalement, Sharon Tate, il n'y a pas eu trop de polémique. Mais ouais, Bruce Lee qui Ouais, qui est montré très un arrogant. arrogant, un peu Et sa caricatural, famille n'a pas apprécié la manière dont mais il est dépeint dans le film. après, voilà, c'était apparemment l'entraîneur de Sharon Tate, du coup, pour ses films où elle faisait C'est du... c'est Ouais, véridique? ouais, ça Ah c'est oui. véridique, donc du coup, c'est pour ça qu'il l'a inséré dans le film, parce que du coup, Ça fait ça un peu pouvait le... faire Ouais. sens. Ouais, et Voilà. ça fait un peu le trait d'union entre les différents personnages, Mhm. entre Cliff Booth d'un côté, qu'il avait, avec lequel il s'était un peu confronté, et Ouais. Sharon Tate, avec lequel il devait y avoir une relation plus... Enfin, en tout cas, dans le film, elle est décrite comme Mhm. très Mais d'ailleurs, amicale. c'est presque une préparation. Quand tu vois le film, tu pourrais presque te dire, effectivement, il y aurait pu y avoir la scène Ouais, où Sharon Tate se bat contre ses assaillants à la fin, contre la secte, parce que justement, tout est préparé dans le film sur le ouais, mais fait qu'elle ça... sache faire Je du pense que ça, kung-fu. ouais, ça aurait été vraiment de mauvais Non, goût. ça aurait été de mauvais Ouais. goût, peut-être too much, mais du coup, c'est étonnant qu'ils aient mis ça comme si ça pouvait préparer à ça. Peut-être c'est une fausse piste, justement, Hmm. pour ceux qui Qui attendent ce moment. espérait. Et, et voilà. Si t'as d'autres. Oui, oui, moi j'aimerais revenir sur le tournage. On n'en a pas beaucoup Le faux parlé. tournage Le faux de tournage. western. Oui, parce qu'il y a quand même une scène, enfin plusieurs scènes super intéressantes avec la jeune Ah oui, qui fille joue super bien. Qui joue qui dans The joue Fablesman, super d'ailleurs. bien. Oui, tu m'avais dit. Et je trouve ces scènes super touchantes. De manière globale, c'est comme si le tournage avait un rôle réparateur pour Rick Dalton, puisqu'au Mhm. début du tournage, tu sens vraiment qu'il est en manque de confiance, il picole, on dirait même qu'il est malade, il fait que tousser. Il rencontre cette jeune actrice qui semble promise à une carrière incroyable, qui presque le prend de haut. Et puis il y a une scène super intéressante qui est vraiment la scène de transition qui va lui permettre de redevenir le brillant acteur qu'il était. C'est la scène où on a l'impression que c'est un film, et à un moment donné il s'arrête parce qu'il perd ses répliques. Et là tu te rends compte que c'est un tournage. Et Oui, c'est en alors, transition, d'un coup, on ouais, voit ouais, bégayer et de dire ouais. Alors, texte. Et du coup, là, on. c'est ça. Et moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré la scène. Alors, je crois qu'il y en a certains qui aiment pas trop, qui ont eu l'impression d'être pris un peu. Là, je trouvais que ça avait été bien fait, parce que souvent dans les films, ils te montrent la scène très bien montée, avec même les effets spéciaux, etc. D'un coup, on entend couper, et on voit Hmm, toute l'équipe de tournage tout autour, et on se dit, ouais, mais pourtant, on les a pas vus dans le plan, etc. Mais là, c'était fait de manière subtile, où du coup, c'est juste une projection de ce qu'ils sont en train de filmer, donc c'est normal que tu vois pas hmm, l'équipe de tournage, et elle est pas intrusive hmm. dans la scène quand il demande son texte. Et c'est cette scène qui va pousser donc Rick Dalton à se dépasser. Alors, il dit qu'il va arrêter l'alcool, mais on doute qu'il va Oui, l'arrêter. d'ailleurs, il continue encore Où, à la où fin. il va faire une scène assez incroyable dans la caravane. Et j'ai lu que c'était de l'improvisation. Ah oui, bah, décidément, DiCaprio il aime bien improviser avec Tarantino, parce que du coup il avait improvisé aussi sur Django Unchained quand il tapait sur la table et qu'il s'ouvrait la main, et du coup il essuyait son propre sang Ah oui? qui dégoulinait. Donc ouais, il a l'air d'être habitué avec Tarantino à improviser, quoi.
Et après cette scène-là, il fait cette scène incroyable où tout le monde est scié, et notamment cette petite fille qui, quelques heures auparavant, l'avait pris de haut, qui ensuite va lui dire à l'oreille, lui chuchoter. Ça a été la meilleure, enfin, t'es le meilleur acteur que j'ai jamais vu de La toute ma meilleure vie. Et il y prestation. a, voilà, la meilleure prestation. Et je trouve que dans le film, il y a malgré tout un côté très positif, puisque que ce soit Rick Dalton ou même Cliff Booth, on sent quand même que à la fin, il y a un côté réparateur dans le film. Cliff Booth, il vit dans une caravane, Oui, à l'autre bout de Los Angeles, où on voit c'est tout son ça, trajet d'ailleurs, où il comme passe s'il allait dans derrière les un bas-fonds. drive-in, ouais, c'est ça, dans les bas-fonds de la ville, avec, on voit qu'il est presque aux abords du désert, avec des Mhm. rigs de pétrole, et il monte dans sa caravane qui est vraiment crasse-bec, alors que Ouais, il est super il crado. vient de la maison de Rick Dalton, qui là est la C'est luxueuse l'opulence, maison quoi. qui est dans les hauteurs Ouais, d'Hollywood, à côté des grands réalisateurs, etc. Et ouais. le contraste entre Il est les assez deux, saisissant. ouais, les deux strates de Mhm. société entre les deux, alors qu'ils sont dans le même milieu, mais Mhm. qui du coup montrent qu'il y a un fossé. Ah oui, oui. On n'est pas au même niveau entre acteur et doublure. Et je trouve qu'à la fin, euh, on arrive à ressentir que leur amitié va être sauvée, que même peut-être Cliff Booth, par son geste et le fait qu'il ait réussi à combattre les assaillants, va peut-être en sortir grandi de tout cet épisode et peut-être sortir de la crasse dont il était. On n'en a pas parlé, le rôle de son chien. À Cliff Booth, la relation qu'il a avec son chien, De moi j'ai Brandy trouvé ou Brady, super. Bon, Brandy, je ouais, ça, crois. Brandy. Brandy, moi j'ai trouvé ce chien incroyable, la manière Ouais, je crois qu'il dont. a eu la Palme Dog, comme il y a à chaque Ah fois oui, à Cannes, ils ah, je font toujours savais pas ça, que ça existait. quand il y a un chien qui. Ah oui, j'ai trouvé leur relation assez dingue. En tout cas, ouais, la scène du tournage et le côté réparateur du film, même pour les protagonistes qui pour le coup n'ont pas existé, était, Oui, était très sympa. il transforme une tragédie Mm. en un dénouement héroïque, Ouais. et qui du coup n'est pas seulement réparateur pour ce que ça fait dans la vraie vie, avec ce côté cathartique que Mm. les assaillants ils souffrent vraiment, et que du coup il y a un côté vengeance presque sur la réalité, Mm. pour la transformer en conte de fées entre guillemets qui finit bien. Euh, mais il y a aussi, oui, pour les personnages, où du coup, tout à coup, avec même accompagné par la musique, il y a un côté très touchant, où Mm. on voit cette amitié qui va être Renaître, éternelle, quoi, ouais. qui va être Ah ouais, marquée au fer rouge par cet événement. c'est ça. Mais Donc en tout cas, voilà, c'est pour ça que d'un côté, j'apprécie énormément le film, et de l'autre, j'ai quand même été gênée par la manière dont il a traité euh, le personnage de Sharon Tate, et j'ai un peu du mal à me positionner par rapport à ce film. D'un côté, je trouve qu'il y a du génie, et de l'autre, voilà, il y a des défauts et j'adhère pas à tout, quoi. après, il y a toujours chez Tarantino ce côté un peu sale gosse Hmm. d'Hollywood. Il aime bien ce côté un peu provocateur, même sur la violence, qui est souvent qui est pas loin de la violence gratuite, parce que lui dit que parce que la violence c'est fun, tu vois, il justifie Hmm. toujours Ouais. ça dans son utilisation, et donc du coup il y a ce côté provocateur quand même Hmm. en lui voilà, qui transparaît quand même d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, maintenant très curieux de voir la version de Fincher, parce que ça va être une vraie suite, dans le sens que les Dans le événements style, de hein. ce Hmm. film auront un impact ou direct sur la suite, sur Cliff Booth, ou est-ce que c'est vraiment un spin-off où ça n'aura rien à voir, et ce sera une Hmm. aventure sur. Je vois pas ce qu'ils peuvent raconter sur le doubleur de Rick Dalton, spécifiquement sur lui, donc c'est assez étonnant, mais justement c'est ça qui rend curieux. Parce qu'à la base, Tarantino, son 10e film, ça devait être The Movie Critic, Mhm. qui devait se passer dans les années 77, ouais, Et on connaît 77, l'histoire? et c'était inspiré basé sur un célèbre critique de cinéma qui écrivait en général sur le cinéma, etc. Et, et c'est à peu près tout ce qu'on savait. On savait que Brad Pitt devait avoir un rôle dedans, et que c'était Mhm. peut-être lié justement à Once Upon a Time in Mhm. Hollywood, et que c'est peut-être là qu'il y aurait eu Cliff Booth, mélangé avec cette histoire de critique de cinéma. Mais finalement, il Mhm. trouvait que c'était trop redondant avec ce qu'il avait fait avec Once Upon a Time in Hollywood, et donc du coup, il a décidé d'abandonner le projet, parce qu'il n'est pas assez pertinent. Il cherche le vrai dernier projet qui le stimulera.
son 10e et dernier film pour faire Selon ses ses adieux, dires, voilà, sans voilà. ses dire. Mais, mais du coup, voilà, comme on disait, c'est une démarche. Il y en a qui respectent ça. Moi, je trouve que Oh, c'est c'est. son choix, écoute. Mais oui, mais par exemple, tu vois, des Clint Eastwood, il y a 90 ans passés, il continue et il Bah, fait c'est des bons son films. choix. Et c'est un film sur deux ou qui sont peut-être moins bons, mais il fait encore des bons films, tu vois. Mmh. Scorsese, il continue, il continuera sans doute. Non, mais c'est juste dommage qu'il se bride. Genre, il a 10 projets qu'il veut faire, mais il se dit, ouais, je vais en faire aucun parce que je veux le film ultime de ma carrière. Moi, Après, s'il continue à écrire des scénarios, à faire des Ah oui, ça, livres, bah, à du coup, faire c'est ce qu'il fait autrement. vu qu'il refile son scénario à David Fincher parce qu'il le réalise pas lui-même. Donc, C'est après, il a coutumier de ça, il a fait plein de scénarios par le passé qui n'ont pas été réalisés par lui-même. Il avait fait True comme Romance, c'est Tony Scott qui l'a réalisé, mais c'était un film écrit par Tarantino, par exemple. Mais bon, voilà, on verra. on verra. On a à attendre encore quelques mois. Bon, bah, du coup, je crois qu'on s'est tout dit. Mm. Au moins, on est à jour pour la suite. Allez, on vous dit à la prochaine pour un nouveau film. À À bientôt! bientôt.